Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Au programme de cet épisode, le droit de la musique. Notre invitée du jour, Jennifer Eskidjian, juriste et formatrice spécialisée dans le domaine de l'industrie musicale, mais aussi auteure du blog droitdelamusique.com, qui a pour ambition de répondre de manière ludique aux questions que peuvent se poser les jeunes artistes, notamment en matière de business et de contrats liés à la musique. À ses côtés, nous essaierons de clarifier certains aspects à connaître sur le droit de la musique en France. Le dossier de la seconde partie de ce podcast sera consacré à ce que l'on appelle la guerre du loudness, ou la course au volume, une pratique qui consiste à réduire la dynamique d'un morceau pour augmenter la sensation subjective de niveau sonore ressenti par l'auditeur. Nous évoquerons son histoire, depuis son origine jusqu'à aujourd'hui, mais aussi et surtout, son intérêt et ses variantes à l'ère du streaming. Toujours sur le sujet du loudness, nous vous dévoilerons quelques techniques et astuces pour faire en sorte que votre musique sonne aussi fort que celle des producteurs professionnels. Voilà pour un aperçu du programme. Let's Prod, c'est parti. Let's Prod. Pour débuter cet épisode, nous accueillons Jennifer Eskidjian, juriste et formatrice spécialisée dans le droit de la musique. Bonjour Jennifer, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, j'aimerais faire un point sur les contrats de la musique les plus répandus entre artistes et maisons de disques ou labels. Qu'est-ce qu'un contrat d'artiste ? Alors, les contrats de la musique qui se signent entre un artiste, un auteur-compositeur et une maison de disques, il y en a 3-4. Donc il y a le contrat d'artiste, il y a le contrat de licence, il y a le contrat d'édition et il y a le pacte de préférence. Grosso modo, c'est les 4 contrats à connaître. Le contrat d'artiste, c'est quand tu es donc artiste-interprète, pas forcément auteur-compositeur, on s'en fout, juste t'es chanteur, t'es musicien, t'as un projet et tu vas demander à un producteur, donc à une maison de disques, un producteur, de financer ton enregistrement en fait et de le commercialiser. C'est ça un contrat d'artiste. Et le plus important à comprendre en fait, et c'est même pas comprendre mais à réaliser, c'est qu'un contrat d'artiste, c'est un contrat de travail à la base. On dit contrat d'artiste, en vrai, disons le vrai terme de ce contrat, c'est un contrat d'enregistrement exclusif. Donc ça veut dire que tu es salarié en quelque sorte du producteur. Donc pendant les sessions d'enregistrement, c'est lui qui décide à quelle heure on commence, à quelle heure on finit, qu'est-ce qu'on va enregistrer ce jour-là, qui va être l'ingé son, qui va être le bassiste, le technicien, etc. Donc c'est vraiment le producteur qui finance et qui est propriétaire des enregistrements. Donc toi, tu es là juste pour chanter, faire ta promotion, faire les photos, etc. Qu'est-ce qu'un contrat de licence ? Alors, le contrat de licence, c'est quand toi-même, donc tu es artiste et tu as déjà, toi, enregistré ton album, ton EP. Donc, toi, tu as financé ton enregistrement. Ça veut dire que tu es déjà propriétaire du master. Et ce que tu vas chercher, c'est pas un partenaire qui va venir te financer ton enregistrement, mais tu vas chercher quelqu'un qui va t'aider à commercialiser, à distribuer, à promouvoir. Et là, tu vas toujours aller voir ce même label, tu vas aller voir une maison de disques, tu vas y aller en tant que producteur pour qu'il t'aide à distribuer et promouvoir. Et là, à ce moment-là, tu vas signer un contrat de licence. La licence, c'est en quelque sorte une location de ton master. Quelle est la différence entre un label et une maison de disques ? Une maison de disques, c'est une société qui produit des disques. Alors, disques, oui, parce qu'à l'époque, c'était des disques. Aujourd'hui, même quand on produit plus de disques, je sais pas, j'imagine qu'on les appellera encore maison de disques pendant longtemps. C'est un producteur phonographique, en fait, qui produit des enregistrements. Le label, quand on parle de label, c'est un nom. Le label, c'est comme en anglais, ça veut dire c'est une étiquette. Et à l'origine, les labels, c'est ce qu'on appelait les labels discographiques. La différence, il y a une nuance. La maison de disques, c'est la maison mère, c'est la grosse structure maison de disques. Et à l'intérieur d'une maison de disques, il peut y avoir différents labels, différents pôles, avec un label qui va être plutôt rock-pop, un label qui va être ce qu'on appelle aujourd'hui musiques urbaines, un label classique, etc. À l'ère du streaming et de l'autoproduction, quels peuvent être les avantages de passer par une structure comme un label ou une maison de disques ?
C'est une très bonne question. Je pense aujourd'hui que les labels et les maisons de disques doivent se poser également. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui à des artistes qui peuvent quasiment tout faire tout seuls. Aujourd'hui, on peut enregistrer tout seul, on peut commercialiser, faire sa promo, il y a les réseaux sociaux, il y a toutes les plateformes de distribution. On n'a quasiment plus besoin, techniquement, voire même financièrement, on n'a besoin d'aucun intermédiaire aujourd'hui. Ce qui, il y a quelques années encore, c'était impensable pour une maison de disques, un label, d'imaginer que des artistes vont pouvoir distribuer dans le monde entier, en quelques clics, leur musique sans passer par eux. Pourquoi est-ce que je vais aller faire appel à une maison de disques ? En fait, je vais apporter quelques éléments de réponse, mais les artistes, ils le savent très bien. Là, les auditeurs, ils vont très bien comprendre pourquoi ils font appel. Soit parce qu'en face, il y a des moyens financiers que je n'ai pas. Par exemple, j'ai enregistré, dans mon studio, un super truc. Je sais qu'il y a un potentiel international, mais j'ai pas de réseau. 2, j'ai pas autant d'argent pour faire une promo internationale, par exemple, et j'ai pas non plus d'expertise dans la définition d'une stratégie commerciale internationale, par exemple. Ça se fait pas au hasard. C'est pour ça que je vais aller chercher un partenaire, pour ses moyens financiers, pour sa compétence stratégique, sa vision commerciale du projet. Ou alors, ça peut être, je suis jeune artiste, j'ai des idées, mais j'ai besoin avec quelqu'un avec de l'expérience, avec une oreille particulière, avec une compréhension non seulement du business de la musique, mais une compréhension de la vie d'un projet musical. Donc c'est toujours, plus ou moins ces réseaux, compétences, argent, éventuellement temps. C'est pour ça que tu vas chercher un collaborateur. De façon générale, quels conseils donnerais-tu aux jeunes artistes qui souhaitent signer un contrat avec un label ou une maison de disques ? La première chose avant de signer un contrat, c'est s'informer. On te propose un contrat d'artiste, va te renseigner. Aujourd'hui, il y a pas seulement mon blog, il y a aussi d'autres ressources sur Internet, des gens qui vont t'expliquer ce que c'est un contrat d'artiste. Donc, c'est d'abord s'informer. Même si tu vas voir un avocat, même si tu as un manager, l'avocat et le manager, ils sont pas là pour défendre leurs objectifs à eux. Ils sont là pour défendre tes objectifs. Si toi, tu sais pas pourquoi tu signes ce contrat, si tu sais pas vraiment qu'un contrat d'artiste, c'est un contrat de travail, si tu sais pas ce que tu vas chercher de ce contrat-là et ce que ça va t'apporter, tu peux quand même te faire avoir. Je reçois tous les jours des messages, non pas tous les jours, j'exagère, mais de personnes qui ont signé des contrats, pourtant avec avocat, manager, etc. Et c'est la catastrophe des années plus tard parce qu'ils n'ont pas signé quelque chose qui était vraiment avantageux pour eux. Que penses-tu du phénomène des agrégateurs, ces structures qui permettent aux artistes de mettre eux-mêmes leurs œuvres musicales en ligne sur les plateformes de streaming ? Alors déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui font pas la différence entre un agrégateur de contenu et un distributeur digital. La distinction entre un distributeur digital et un agrégateur de contenu, de mon point de vue, disons juridique, économique, c'est qu'un distributeur digital, type Believe, Idol, etc., eux, ils vont sélectionner les projets. Ils vont pas tout prendre. Ils vont filtrer, ils vont prendre des projets pour lesquels ils vont se rémunérer au pourcentage. Ils vont prendre une commission. Comme les distributeurs physiques, ils vont prendre, et puis si tu fais 100 000 ventes, ils vont prendre tant de commissions, etc. Évidemment, ils vont pas choisir n'importe quel projet. Ils vont forcément proposer un travail de mise en avant des projets. Donc, quand tu es signé en distribution digitale, tu as plus de poids pour être, par exemple, dans les playlists importantes des Spotify et compagnie. Donc, tu as un vrai travail derrière de mise en avant et de sélection. Et à côté, tu vas avoir des plateformes qu'on appelle des agrégateurs de contenu, donc type iMusician, TuneCore, et il y en a d'autres. Eux, ils vont pas sélectionner. Ils vont prendre tout le monde. N'importe qui va pouvoir signer un contrat avec ces plateformes-là, qui font donc aucune sélection, mais ils demandent un forfait fixe. Tu payes 10 € par mois, 20 € par mois, et en contrepartie, tu es distribué sur toutes les plateformes. Sauf que derrière, en fait, il y a aucun travail de mise en avant, de promotion, il y a rien. Ce que je pense des agrégateurs, alors pour un projet débutant, je trouve que c'est plutôt bien. Pour les jeunes projets débutants et qui n'ont pas accès à la distribution digitale,
parce que c'est pas si facile de signer un contrat avec un distributeur digital, parce que ils ont pas accès à, ils ont pas signé de contrat de licence, ils ont pas de partenaires, tu vois, avec eux qui vont leur permettre d'accéder à ça. Donc, ils passent par les agrégateurs de contenu. C'est génial, au contraire, comme solution aujourd'hui. Un mot peut-être sur un professionnel de l'industrie musicale, l'éditeur phonographique. Un label, une maison de disques, il est à la fois producteur et à la fois éditeur phonographique. Ce sont les deux casquettes. Quand je vais financer un enregistrement, quand je vais signer un contrat d'artiste avec un artiste, un interprète pour enregistrer son disque, enregistrer son album, à ce moment-là, j'ai ma casquette producteur phonographique. C'est-à-dire, je suis propriétaire des masters et je vais enregistrer, commercialiser cet enregistrement-là. Comme de plus en plus ces dernières années avec l'explosion de l'autoproduction, etc. De plus en plus, des maisons de disques voient arriver des artistes qui ont déjà leurs enregistrements définitifs. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ils ont affaire à des producteurs en réalité. Et là, la maison de disques, du coup, puisque en face, l'artiste qui arrive avec son album, il est producteur, la maison de disques, sa mission ne va plus être d'enregistrer, mais de commercialiser l'enregistrement. Et à partir de là, elle met sa casquette éditeur phonographique et elle signe un contrat de licence. Quelle est la différence du coup entre un éditeur phonographique et un éditeur musical ? C'est quoi un éditeur ? C'est quelqu'un qui va à la base éditer, imprimer en fait, qui va participer au développement et à la commercialisation de quelque chose. L'éditeur musical, il va aider à la commercialisation d'une œuvre. Une œuvre dans la musique, une œuvre musicale, c'est parole et musique. C'est la partition, en fait. Un éditeur musical qui est un des plus vieux métiers de l'industrie de l'économie de la musique, c'est lui qui va aider à diffuser, à distribuer la partition. Et aujourd'hui, c'est plus une partition, mais c'est parole et musique. Et un des derniers arrivés, disons, c'est l'éditeur phonographique. Lui aussi, son travail va être de faire connaître, de distribuer, de diffuser. Mais un enregistrement, un phonogramme, c'est ça la différence. L'éditeur musical, il évolue dans le monde des droits d'auteur. Il travaille avec des auteurs, des compositeurs qui vont créer des œuvres musicales et donc ils vont travailler à diffuser ces œuvres. Et de l'autre côté, il y a les éditeurs phonographiques qui est en fait une des casquettes des labels et des maisons de disques qui représentent le travail de commercialisation et de diffusion des enregistrements. Si l'on fait le choix de développer son projet musical en autoproduction, quels sont pour toi les partenaires professionnels avec qui collaborer en priorité ? Aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai besoin ? Peut-être que j'ai un super réseau. Je reçois parfois en consultation des artistes, etc., qui ont un super réseau. Eux, ils vont avoir besoin, par exemple, d'administrateurs ou de compétences juridiques. Donc, eux, directement, un des premiers collaborateurs, ça va être un avocat. L'autre, il va avoir de très bonnes connaissances administratives, juridiques, etc. Et puis, il a des super compos, c'est un bon artiste, il a un studio d'enregistrement, etc. Mais il va lui manquer un soutien financier. Et puis, il y a aussi le cas de figure de personnes, par exemple, de compositeurs, de beatmakers, d'artistes qui ont un énorme talent artistique, qui ont des compétences artistiques, mais qui n'ont pas de vision stratégique de développement. Ils savent pas comment développer leur projet. Comme je sais chanter, je sais écrire, mais je sais pas quoi faire avec tout ça. Là, effectivement, quand tu sens que tu as une espèce de potentiel artistique, mais que tu ne sais pas comment le développer, là, ça peut valoir le coup d'aller voir un label, par exemple, un producteur phonographique, un producteur, et lui demander de l'aide pour développer ton potentiel artistique. Et puis, il y a certains projets où tu as le potentiel artistique, tu as ta vision stratégique, tu sais exactement ce que tu veux artistiquement. Donc, quand tu sais ce que tu veux, que tu as plus ou moins, tu as ton home studio chez toi, financièrement, tu peux te débrouiller, etc., tu peux avoir besoin de quelqu'un de t'accompagner, et je pense que c'est le cas beaucoup aujourd'hui, sur l'aspect marketing, communication, vente, en fait. À un moment donné, c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, administrativement, c'est bon, tu comprends un petit peu comment ça fonctionne. Artistiquement, c'est carré, t'as compris, t'as ta vision, mais t'as juste besoin maintenant de vendre.
Donc, tu te fais accompagner par des experts marketing, par des community managers, par des experts dans la communication, etc., où tu te formes toi-même. Les revenus générés par la musique peuvent être multiples et tendent à se diversifier. On parle cependant encore beaucoup de droits d'auteur et de royalties. Peux-tu nous en donner la définition ? Les droits d'auteur sont une redevance. Une redevance, une royalties, en fait, c'est une rémunération proportionnelle. Voilà, pour dire les choses très simplement, c'est une rémunération proportionnelle. C'est-à-dire que mon travail est vendu, je touche une commission dessus. 1%, 5%, 10%, etc. Donc, les droits d'auteur des auteurs-compositeurs, tout ce que je touche de la SACEM, ce sont des redevances qui s'appellent des droits d'auteur. Quand je suis artiste-interprète, producteur phonographique, mes disques vont être vendus en physique, par exemple, en magasin, vont être même diffusés en streaming, peu importe la manière, mais mon travail va être diffusé, vendu ou diffusé, je vais toucher un pourcentage. Ça, c'est également une redevance. Et c'est une redevance qui va s'appeler droit voisin dans le monde des artistes-interprètes et des producteurs. Et pour terminer, quelle est selon toi la définition du succès ? Le succès, c'est un sentiment personnel du succès. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as le sentiment d'être en train de faire ce qui te fait kiffer ? Oui ou non ? Et est-ce que pour toi, ça signifie le succès ? Oui ou non ? Sinon, qu'est-ce que tu voudrais en plus ? Où est-ce que tu as envie d'aller ? Alors vas-y, comment, etc. Il faut que vraiment cette définition du succès, chacun se la réapproprie et crée sa propre définition du succès. C'est urgent et impératif, je pense, dans la musique et dans les carrières artistiques, dans les métiers artistiques d'une manière générale, parce que sinon c'est l'hécatombe. Tu vois, c'est plus possible d'être esclave de ces définitions de succès, argent, nombre de followers, nombre de streams, etc. Enfin, tu vois, un succès d'artiste, c'est pas un nombre de streams. Je pense qu'il faut arrêter. Merci à Jennifer Eskidjian pour son expertise et ce moment de partage. Sans transition, passons maintenant à notre sujet technique, le loudness. Let's Prod. Dans un contexte où l'oreille humaine a tendance à préférer ce qui lui semble plus fort en volume sonore, les professionnels de l'audio n'ont eu cesse ces dernières années d'augmenter les taux de compression dans le but d'augmenter artificiellement cette perception. Ce choix technique, défini par certains comme la guerre du loudness, a été en quelque sorte la norme durant plusieurs décennies et ce, bien souvent au détriment de la qualité sonore. La consommation de la musique ayant considérablement changé depuis l'apparition des services de streaming comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music, il faut bien reconnaître que les choses ont tendance à évoluer et les techniques appliquées ne sont plus tout à fait les mêmes qu'à l'époque où la musique était systématiquement fixée sur des supports physiques comme les CD ou les vinyles. En effet, les plateformes de streaming ont fait le choix d'établir en quelque sorte une norme de niveau dans le but d'harmoniser le volume sonore de tous les morceaux de musique de leur catalogue, n'hésitant pas à brider le volume de certains si nécessaire. Pour cela, une unité de mesure du volume perçue appelée LUFS est désormais utilisée. Sur des sites comme YouTube, Deezer ou Spotify, le volume de l'ensemble des morceaux est bridé à -14 LUFS. Si un morceau dépasse ce niveau sonore, la plateforme réduit automatiquement le volume de celui-ci pour arriver au seuil souhaité. La guerre du loudness est-elle alors terminée ? En réalité, pas vraiment. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que l'analyse LUFS est dépendante des différentes fréquences du son. Ainsi, par exemple, les fréquences basses contribuent bien plus à augmenter le niveau LUFS que les fréquences aiguës. C'est en partant de ce constat et pour contourner ce système de limitation instauré par les plateformes de streaming que les producteurs et ingénieurs mixeurs ont commencé à réduire la durée des basses. Oui, vous avez bien entendu, la durée. C'est le cas notamment dans le rap avec des sons de basse 808 qui se raccourcissent de plus en plus. Ces sons de basse devenus courts sont bien souvent traités avec un effet volontaire de saturation, ce qui permet de conserver une certaine impression de puissance sonore. Il ne s'agit là que d'une impression, mais il faut reconnaître que c'est efficace. Une autre technique consiste à mettre en avant, donc à augmenter, la bande des fréquences aiguës entre 1 kHz et 5 kHz, ce qui a pour résultat d'apporter une perception de fort volume sans pour autant augmenter significativement le loudness. Là aussi, les producteurs actuels utilisent abondamment les effets de saturation qui permettent d'enrichir le son en harmonique et donc d'apporter plus de présence. D'autre part, il faut savoir que l'analyse du niveau LUFS par les plateformes de streaming se fait sur l'ensemble du morceau. Il s'agit d'une analyse dite intégrée, qui correspond à la moyenne globale sur l'ensemble du titre. Rien n'empêche donc d'avoir dans un morceau des passages à fort LUFS,
et d'autres à faible niveau d'énergie pour faire en sorte que la moyenne globale atteigne les -14 LUFS. Si vous mixez et masterisez vous-même vos productions musicales et que celles-ci sont destinées à être diffusées sur les plateformes de streaming, nous vous conseillons d'utiliser un analyseur de niveau d'énergie pour vérifier que votre niveau intégré final LUFS se situe bien aux alentours de -14. Certains plugins sont gratuits, comme le Yulin Loudness Meter, alors ne vous en privez pas. Et pour être totalement complet, sachez que certaines plateformes comme SoundCloud ou Beatport n'imposent pas encore de limitation LUFS. La diffusion publique de musique, en particulier dans les festivals et sur les supports physiques, n'est pas bridée par ce système. Certains morceaux peuvent ainsi atteindre -8, -7, voire -5 LUFS. À l'étape finale de votre mastering, il vous faudra vous poser la question du type de diffusion de votre musique et peut-être faire un choix entre une version plus dynamique ou plus compressée. Vous l'aurez compris, la guerre du loudness ne semble pas prête de s'arrêter. Let's Prod, le podcast de la production musicale. Vous cherchez à avoir un son puissant ? Faisons un point sur quelques techniques que vous pouvez utiliser pour atteindre un LUFS important. Pour augmenter le loudness, il est nécessaire de passer par une étape de compression. En compressant le son, vous réduisez la différence entre les sons les plus forts et les sons les plus faibles. Cette différence est appelée dynamique. L'inconvénient de cette méthode est que vous perdez bien souvent ce qu'on appelle l'attaque des sons, le tout début de chaque élément sonore qui constitue votre morceau. Vous perdez donc du punch, en particulier sur les sons secs et percussifs, comme les sons de batterie ou de plucks. Jusqu'à récemment, il était courant de compresser fortement la piste principale master, celle qui reçoit l'ensemble des sons du mix. Cette méthode ayant trop souvent tendance à détruire le naturel du son, beaucoup de professionnels préfèrent aujourd'hui utiliser une limitation sur des groupes de pistes, voire carrément sur les pistes individuelles. L'idée est de minimiser l'action du limiteur de la piste master. Il est aussi possible d'utiliser des clippers, en particulier sur les sons avec des crêtes importantes comme des sons de batterie. Ces clippers sont de véritables ciseaux sonores. Ils coupent la partie des sons les plus forts qui se trouvent au-dessus d'un niveau sonore que vous aurez déterminé, évitant ainsi d'utiliser des compresseurs ou limiteurs pour les réduire. Vous pouvez essayer par exemple de clipper vos sons avec le plugin gratuit Clip Shifter de LVC Audio. Vous verrez qu'il s'agit là d'une façon plutôt transparente de contrôler la dynamique de vos sons. Pour résumer, vous pouvez choisir d'utiliser des clippers sur des sons courts, avec des attaques très importantes comme des kicks, des snares ou encore des plucks, et faire appel à des limiteurs individuels sur des sons plus longs comme des basses ou des guitares. Enfin, il faut comprendre que le loudness dépend aussi beaucoup du choix des sons utilisés dans vos productions. Les basses et les kicks notamment contribuent à augmenter considérablement le niveau LUFS. Autre astuce, n'hésitez pas à simuler un mastering pendant vos étapes de production et à analyser régulièrement le LUFS que vous arrivez à atteindre. Si vous voulez être compétitif en la matière, il vous faudra peut-être modifier, couper, ajouter ou supprimer des sons dans votre production. C'est tout pour cet épisode. Nous espérons vous avoir éclairé sur les sujets du jour, le loudness et le droit de la musique. À très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, let's prod! Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son.